Bonjour, bienvenue. On va encore attendre, je pense, au moins 2 minutes. On va en tout cas pas commencer avant l'heure. Ça, on ne va pas faire, comme on dit. Il J'ai est l'impression d'avoir encore moins de cheveux que 59. d'habitude. Oui, mais c'est vrai, ça fait un drôle de truc là. C'est pas comme Je vois ça pas. dans la vraie vie. Alors, il est 18 heures. Je propose de commencer à l'heure ou bien c'est un peu excessif? Je regarde Sébastien pour avoir son avis. J'en vois qui arrive, un habitué d'ailleurs qui arrive pour la 4e fois. Je salue Ah, François bonjour François. qui aura été le plus assidu à nos webinaires. Ah, ils sont presque tous assidus, hein, ceux qui sont là. C'est vrai? Ah, Ouais, presque tous. c'est bien. Mais voilà, il est 18h01. Je propose qu'on commence. Bienvenue à toutes et tous. C'est vraiment chouette que vous puissiez vous connecter comme ça en début de soirée avec nous. Comme vous le savez, sans doute, ou peut-être pas, et je le rappelle, c'est le quatrième de nos webinaires du mois de février. Euh, oui, pour les petites modalités pratiques, je ne sais plus dans quel sens je vais le faire, mais on va commencer par ça. On ne vous voit pas, donc c'est un petit peu particulier. C'est pas l'exercice le plus agréable pour nous d'ailleurs. Euh, mais vous pouvez intervenir dans le chat ou via, vous avez un petit logo questions-réponses sur lequel vous pouvez également intervenir. Mais en tout cas, enlevez votre caméra et mettre le micro, c'est une formule qui ne fonctionne pas dans un webinaire. Donc si vous avez des questions ou des interventions, n'hésitez pas, mais il faudra le faire dans le chat. Alors, comme vous le savez, on a décidé au mois de février, parce que c'est pas parce que c'est le mois le plus court qu'on a moins à faire, on a décidé d'aborder des sujets qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aborder comme on le voulait lors de l'Assemblée générale du mois de novembre dernier. Et donc, c'était les jeudis du non-marchand en février. On a commencé par la question de la pénurie avec Sébastien qui vous avait présenté un exposé à ce sujet le 1er février, si je ne m'abuse. Pénurie et conditions de travail, voilà. Ensuite, le 8 février, on a abordé la question de la commercialisation dans le secteur du non-marchand. C'est Stéphanie Parmentier qui avait fait la présentation à ce moment-là. Et puis le 15 février, jeudi dernier, on a évoqué la question de la concertation sociale avec moi. Moi, je suis donc Vinciane Convence. Aujourd'hui, pour notre quatrième rencontre, on voulait aborder avec vous
la question du plan d'action stratégique et ce qu'on souhaite vous proposer comme plan d'action stratégique par rapport à tous ces enjeux qu'on a pris le temps de développer avec vous et comment on veut prendre en tant qu'organisation syndicale les choses en main sur tous ces enjeux et avec vous pour évidemment changer les choses et avancer sur ces questions-là. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera la question du plan stratégique. Euh, donc, petit rappel pour ceux qui sont encore arrivés, parce qu'il me semble qu'il y en a qui sont encore arrivés. Vous n'avez pas l'occasion de parler dans le format webinaire, mais vous êtes toujours invité à réagir par écrit dans le chat ou dans l'application questions-réponses qui est en haut de votre écran. En tout cas, chez moi, c'est là. Et on vous répondra bien volontiers. Je passe la parole à Ok. Oui. Sébastien pour la suite. Et donc, quel va être notre programme de l'heure passée ensemble? Rappelez qu'il est minuit moins une. On aura l'occasion de dire et d'expliquer en quoi il est minuit moins une. Et vous aurez aussi l'occasion de nous dire en quoi il est minuit moins une pour les secteurs du non-marchand. En faisant un petit retour sur l'Assemblée générale qui a lancé cette dynamique en novembre 2023 et qu'on poursuit ici pendant le mois de février et pour laquelle on aura l'occasion de pouvoir vous expliquer la suite qui est donnée cette année et probablement toutes les années à venir. On fera un petit retour sur le congrès, non pas de la CNE non marchand, mais de la CNE au sens large, puisque s'il s'agit d'un plan d'action stratégique, le congrès de la CNE a porté sur notre capacité d'organisation et d'action collective comme organisation syndicale à l'intérieur de l'entreprise et au-delà des frontières de l'entreprise, et notamment pour ce qui nous concerne, au-delà des frontières de l'entreprise, c'est aussi au niveau du secteur, soit le secteur qui rassemble vraiment les mêmes institutions dans lesquelles vous travaillez, soit le secteur non marchand au sens large, pour déborder encore sur des questions intersectorielles, interprofessionnelles, voire internationales. On aura l'occasion ensuite de revenir sur le plan stratégique au sens strict du terme, c'est-à-dire ce qu'on vous propose exactement qui a été validé par l'Assemblée générale et voir un peu comment est-ce qu'elle va ce plan va se décliner et qui s'inscrit aussi dans une feuille de route qui, elle, s'élabore sur 4 ans. Alors, si on doit parler de la question de il est minuit moins une, on parle évidemment d'une question d'urgence, on parle de question de nécessité. Et donc, on va vous laisser la parole. Vous aurez l'occasion, et donc je vais tenter une petite pirouette technique, et vous allez me dire si ça marche, c'est vous partager une petite phrase. Si on vous dit qu'il est minuit moins une dans le secteur non marchand, eh bien, vous avez l'occasion de répondre en une petite phrase, et vous verrez alors apparaître un nuage de mots qui reprendra l'ensemble des phrases et l'ensemble des mots qui sont alors les vôtres, et donc vérifiez auprès de vous si ça fonctionne, et si vous avez bien alors une question qui vous est posée et en attente de vos réponses. Et donc n'hésitez pas à répondre, et on vous laisse quelques secondes. Ben voilà, c'est l'urgence, évidemment. Et donc je ne vais pas commenter chaque mot qui arrive, on va les laisser... Ah, cela ne fonctionne pas chez Muriel. Est-ce que Muriel, tu es sur un smartphone? Parce que ce que je peux faire, c'est vous transmettre ce petit lien. Si vous cliquez sur le lien qui est maintenant dans le chat, normalement, vous allez arriver à pouvoir répondre à ces mots. Et je vois qu'ils commencent à se multiplier. Je vous laisse quelques secondes pour continuer à y répondre.
Voilà. On va laisser encore continuer un petit peu. On aura l'occasion de revenir à d'autres moments pour vous demander votre avis ou vous demander de remplir une série de mots. Et donc, on peut voir les mots qui reviennent régulièrement. Et en tout cas, il y en a un qui est revenu au moins à plusieurs reprises et qui fait écho au premier webinaire. C'est le mot de pénurie, puisqu'il est aussi orthographié l'accent. Je le rajoute dedans et le mot grossit encore un petit peu. C'est évidemment une des urgences auxquelles on fait face, mais les différents mots qui ont été mis là sont à la fois des mots plutôt défensifs pour expliquer ce qui se passe en disant il est minuit moins une, il y a aujourd'hui des incidents évitables, des catastrophes qui peuvent arriver, de la précarité qui se généralise. Mais, et c'est évidemment une des urgences, c'est qu'il faut se bouger, il faut revendiquer un refinancement, il y a une urgence à agir, et donc de manière assez harmonieuse, ce qu'on voulait vous présenter, c'est-à-dire à la fois il est urgent de prendre, on va dire, la mesure de la situation existante dans le secteur du non-marchand, c'est pas pour en prendre la mesure de manière scientifique et s'arrêter là, mais c'est évidemment pour agir et transformer la réalité comme Vinciane l'a rappelé. Et donc, je vais vous remercier pour cette petite participation et revenir à ce que nous étions en train de présenter. Et donc, s'il est minuit moins une, je continue. Vous vous souviendrez peut-être, et c'est ici un petit, ce qui avait été préparé notamment aussi lors de l'Assemblée générale, rappelez que le 2 juin 2022, vous étiez peut-être présent, il y a eu une magnifique action avec un beau bus à Impérial où nous nous sommes euh, baladés à travers Bruxelles pour aller rencontrer tous les partis politiques qui se présentent à nos suffrages. Et nous avons proposé à tous les présidents des partis francophones d'arrêter le tic-tac du non-marchand. Et tous l'ont fait. Parfois avec des commentaires d'encouragement, parfois éventuellement avec des mots que nous ne partageons pas entièrement, mais c'est bien le rôle des partis politiques d'arriver à partitionner les offres, la manière dont ils envisagent les choses. Et nous allons voir dans ces prochains mois, nous avons porté un mémorandum, on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui, un mémorandum et répéter qu'il est possible, à travers la démocratie et le rapport de force, à tous les niveaux, de gagner des victoires. Donc, on va vous aider à poursuivre votre travail de représentant, d'organisateur, de militant. Et donc, rappeler aussi que pour ça, il faut voter 2 aux élections qui nous caractérisent, puisque les élections sociales sont évidemment un des moments démocratiques importants de cette séquence. Alors, on va analyser les programmes des partis politiques. On va les confronter avec notre mémorandum et notre projet. Et cela nous permettra de pouvoir livrer une analyse qui est pas pour influencer le vote ou pour dire pour qui voter, mais pour le faire au moins en connaissance de cause pour ce qui concerne les secteurs du non-marchand, les différentes problématiques qui les traversent et les solutions que nous envisageons et les confronter à celles qui sont proposées, parfois rêvées, parfois proposées, parfois refusées par les partis politiques. On va identifier avec vous aussi nos revendications prioritaires. Et donc, si on va analyser dans une logique plus politique notre mémorandum et les propositions des partis, nous avons aussi une spécificité dans le secteur non-marchand, c'est de porter des accords du non-marchand, qui sont des accords qui se déroulent sur plusieurs années et qui sont portés d'abord et très souvent en front commun par un cahier de revendications qui porte les revendications sur les conditions de travail et de rémunération. Alors, comme on est dans le non-marchand, ces conditions de travail et ces conditions de rémunération, elles s'inscrivent dans la logique même des services qu'on rend à la population, aux bénéficiaires, au sens large, aux patients, aux résidents, aux enfants, à tout ce que vous voulez. C'est bien dans cette logique-là qu'on se place, c'est-à-dire que les accords du non-marchand, c'est toujours développer des conditions de travail et de rémunération de qualité pour rendre un service le meilleur possible à la population.
Alors, on va aussi débattre avec les représentants des partis. On aura l'occasion, lors d'une assemblée générale qui sera portée au nom de la CNE, à la fois dans le secteur non marchand, mais aussi dans une perspective intersectorielle, le 25 avril, c'est-à-dire présenter une série de questions à des représentants de premier plan des partis politiques pour confronter les points de vue et les confronter à nos points de vue, qui sont nos points de vue syndicaux. Euh, Et lorsque les négociations pour la constitution des gouvernements se mettront en place, nous aurons l'occasion d'y revenir. Elles risquent de prendre un certain temps. Vous connaissez la composition du paysage politique. Et donc, nous aurons à poursuivre les pressions. Et donc, si les déclarations de politique générale qui sont adoptées prennent en compte nos revendications, nous les appuierons et nous continuerons la pression. Et si elles ne le font pas, eh bien, à plus forte raison, on va devoir maintenir une pression, organiser les travailleurs, organiser nos priorités et les porter dans l'espace public, dans des négociations, dans des plaidoyers et dans des actions collectives qui peuvent prendre toutes les formes que peut prendre l'action collective. Et j'en profite pour céder la parole à Vinciane, qui justement va refaire un peu le point sur cette action collective qu'on appelle de nos voeux et qui a été le centre du sujet du congrès de la CNI. Oui, merci Sébastien. Donc, pour ceux qui ont pu y participer et pour les autres, petit rappel, petit retour en arrière. On a fait un congrès de la CNE au mois d'octobre dernier, me semble-t-il, fin 2023 en tout cas. L'idée étant de rappeler que pour nous, les victoires syndicales, on peut les obtenir uniquement par la construction du rapport de force. Notre conviction, et c'est ce que rappelle c'est le point de départ du congrès dont vous pouvez retrouver le texte dans un document comme celui-ci. Le point de départ, c'est de dire, pour obtenir des victoires syndicales, notre conviction profonde, et l'histoire sociale le montre, c'est qu'il faut installer un rapport de force. Il n'y a pas de victoire syndicale simplement par la concertation ou parce qu'on demande poliment quelque chose. Toujours, et ça s'est vérifié à chaque étape de l'histoire sociale et à chaque grande victoire du monde du travail, toujours, les avancées sociales ont été obtenues parce qu'il y avait un rapport de force. Et le rapport de force, on peut l'appeler de nos voeux et c'est ce que nous faisons, mais en fait, c'est vous qui en êtes les acteurs parce que le rapport de force, il ne se construit que quand on représente et qu'on organise collectivement les travailleurs. C'est une étape, évidemment, où les affiliés, les militants jouent un rôle crucial parce que c'est eux qui peuvent, sur le terrain, faire d'un collectif de collègues un collectif de lutte et donc de rapport de force et de victoire potentielle. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ du congrès. Pour rappel, du coup, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait construire ce rapport de force sur le terrain. Et ça, c'est la dia suivante, voilà. En se demandant notamment, et c'est vrai pour tout le monde, combien de temps et d'énergie, en fait, on dépensait en concertation, négociation pure, dans des organes de concertation comme le CE, le CPPT, mais aussi des lieux de négociation comme la commission paritaire pour ce qui nous concerne ou des cabinets éventuellement dans le cadre des secteurs du non-marchand. Et donc, combien de temps on passait en négociation et en concertation, combien de temps on passait en tant que délégué, là c'était une enquête auprès des militants de la CNE en service individuel, donc à répondre à des questions individuelles des collègues qu'ils viennent nous poser, donc à rendre un service qui est aussi indispensable, mais voilà, et combien de temps on passait en organisation collective. Là, le schéma que vous voyez, c'est les résultats de cette enquête. Donc on voit quand même que c'est assez frappant que les militants CNE passent un temps considérable et important, hein, c'est pas ça qu'on dit, mais en tout cas largement déséquilibré par rapport aux autres aspects du boulot ou de la tâche du délégué. Les délégués, les militants passent un temps considérable en concertation et négociation, surtout par rapport à l'organisation collective et dans une moindre mesure au service individuel, puisqu'on est à 53% du temps, donc c'est des évaluations, chacun évalue un peu selon ses réalités, mais c'est quand même
significatif, 53% de mon temps dans des instances en entreprise, 18% dans des instances dans la CNE ou la CSC, donc ça reste des réunions et pas de l'organisation collective, pas du contact avec les collègues en collectif. 15% du temps, là, ce serait en contact avec les collègues pour les sensibiliser et les organiser, et 14% en service individuel aux affiliés. En fait, oui, le schéma ne correspond pas tout à fait au pourcentage parce que il y a un détail. Le schéma visuel correspond à l'équilibre général, mais on a ajouté un élément en plus, c'est les instances à la CNECC. Tout ça pour dire que quand on fait le constat que pour arriver à des victoires syndicales, il faut installer le rapport de force et que pour installer le rapport de force, il faut pouvoir prendre le temps et l'énergie d'organiser collectivement ses collègues pour qu'ils se considèrent d'abord comme un collectif et qu'ils se bougent, ils se mobilisent comme un collectif qui donc peut changer les choses. Là, le constat est un petit peu si pas alarmant, en tout cas interpellant. Et vraiment, l'idée de ce congrès était de se dire, c'est un équilibre qu'il faut changer. Puisqu'on est d'accord, et c'était le prérequis du congrès pour dire qu'il faut le rapport de force, alors il faut réfléchir à faire des choix plus clairs pour le construire et l'installer. Et notamment en réfléchissant à cet équilibre dans le temps qu'on passe entre la concertation sociale et l'organisation des collègues. Donc voilà, l'idée est vraiment de dire, ben, nous, ce qu'on veut, c'est mobiliser les collègues. Alors ça se décline en plein d'aspects que vous évoquerez dans vos comités régionaux, sectoriels ou éventuellement dans les groupes de travail de suivi du congrès qui existent. On peut encore vraiment se demander ensemble comment on peut faire. Et Sébastien soulignait tout à l'heure que la mobilisation, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est pas uniquement je fais une AG, c'est je m'adapte aux réalités de mon entreprise pour voir comment je peux organiser l'action collective. Et justement, revoilà Sébastien et sa grande capacité à rendre un moment comme ça interactif alors qu'il ne l'était pas, et c'est quand même beaucoup mieux quand il l'est. Donc, on va vous demander de faire le même exercice que tout à l'heure, de cliquer sur l'écran et de nous donner pour vous l'action collective en 3 mots. Une définition des concepts indispensables quand on pense action collective. En 3 mots, l'action collective, pour moi, c'est... Est-ce que vous pouvez, comme tout à l'heure, essayer de cliquer j'essaye en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, ah non, moi, ça ne marche pas. Ah si. Donc, vous pouvez entrer vos 3 mots dans le petit item action collective en dessous et ils s'afficheront. Agir, rassembler, discuter. Donc, l'action collective, c'est un vaste programme, évidemment. Hein. Organisation, agir, légitime. Oui, par rapport à la légitimité, effectivement, c'est un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière aussi lorsqu'on a parlé de la concertation sociale. Quand on parle rapport de force et action collective, non seulement c'est pour engendrer des victoires, mais évidemment c'est pour gagner en légitimité auprès de ses collègues. Parce qu'on n'est jamais un meilleur représentant que quand on a été chercher le mandat auprès des collègues et qu'on gagne comme ça leur légitimité, quoi. Mais je me tais, je vous laisse répondre. Point commun. Ah, on a des petits pouces aussi. On vous laisse encore quelques secondes. Le terrain, participation, rassemblement, manifestation, réflexion. C'est intéressant que vous amenez aussi les éléments de contenu, évidemment. C'est pas agir pour agir, il y a aussi la réflexion et la force des arguments. Parce que j'imagine que la force des arguments,
évidemment, ça a un impact sur la possibilité, la capacité à mobiliser ou non. Et sans doute, j'ajouterais la clarté des arguments. Espoir. Mais donc voilà, effectivement, je pense que on peut clôturer là. J'espère qu'on peut. Oui, le webinaire est enregistré, donc on pourra en tout cas garder aussi ces nuages de mots. Évidemment, l'action collective, c'est le rapport de force et la boucle est bouclée puisque nous avons défini au niveau de la CNE que le rapport de force était indispensable pour engendrer des victoires. Évidemment, c'est l'objectif. A fortiori, dans des accords non marchands comme nous les construisons et où on a un vrai rôle à jouer sur les moyens qui sont mis à disposition, sur l'augmentation potentielle de ces moyens et sur ce qu'on en fait. Et donc, évidemment, là, et on l'a prouvé lors de tous les accords non marchands dans lesquels on s'est beaucoup impliqué, que le rapport de force avait permis d'engendrer des moyens considérables ou des priorités qui collaient aux besoins du terrain. Euh, et donc, par rapport à cette action collective nécessaire pour le rapport de force, pardon, je vais passer la parole à Sébastien qui va évoquer avec vous justement comment nous proposons de construire ce rapport de force pour les mois à venir. Merci. Et bien donc, le plan d'action stratégique que nous tentons de vous présenter ce soir, c'est un plan d'action qui fait suite donc à une assemblée du non-marchand qui a fait à la fois le bilan du travail qui a été réalisé pendant les 4 ans et surtout qui crée une feuille de route pour les mois et les années à venir. Alors pourquoi les mois et pourquoi ce plan d'action stratégique qui va se décliner ici avec un printemps 2024 particulièrement aigu? C'est que on a la chance, l'honneur ou parfois le courage un peu fou de vivre une année démocratique assez intense, puisque l'année 2024, c'est une année au cours de laquelle il y a donc de multiples élections. Vous vivez, selon les tailles de vos entreprises, avec des réalités différentes, mais des élections sociales qui sont des élections qui auront pour vocation d'élire les représentants des travailleurs dans les conseils d'entreprise, dans les comités pour la prévention et la protection au travail. Euh, c'est évidemment un grand moment de démocratie sociale puisque c'est au-delà de la confiance que les travailleurs ont en leurs délégués. Ici, c'est carrément le vote qu'ils leur portent et qui les installe à l'intérieur d'un conseil d'entreprise, un CPPT, qui portera aussi leur force au sein des délégations syndicales pour négocier, pour représenter et pour organiser les collectifs de travail dans leurs revendications. Ça, c'est les élections sociales que vous connaissez, c'était important. Mais en plus de ça, c'est une année d'élections à tous les niveaux. En juin 2024, le 9 juin, il y aura les élections fédérales qui renouvellent la Chambre des représentants, les élections régionales et communautaires qui renouvellent tous les parlements wallons, bruxellois, de la communauté germanophone de la Flandre, et les élections européennes qui renouvellent le Parlement européen. Alors, renouveler les parlements, c'est une chose, mais ça a comme conséquence assez directe qu'on a aussi des nouveaux gouvernements qui viendront, des gouvernements qui, en Belgique, ont une particularité, c'est qu'ils doivent rassembler une majorité dans un paysage politique assez éclaté, avec des votes souvent assez éclatés. Et donc, pour obtenir cette majorité, c'est des coalitions qui se mettent en œuvre. Ces coalitions, elles rassemblent des partis politiques qui ont porté pendant les campagnes électorales des idées. Alors, ce que nous, on veut faire, c'est dans le renouvellement de ces personnes, dans le renouvellement de ces idées, c'est de porter notre voix particulière, qui est celle des travailleurs du secteur du non-marchand,
Et ces travailleurs des secteurs du non marchand, elle est double, puisque comme je le disais un peu plus tôt, le secteur, il se caractérise par une réalité double entre des travailleurs qui défendent leurs conditions de travail et de rémunération, mais des travailleurs qui sont investis dans le projet de leurs ASBL, de leurs institutions, des institutions dans lesquelles ils travaillent, qui portent un projet sanitaire, pédagogique, social, culturel, qui qui a vocation à rendre un service à la population, à des bénéficiaires, à des résidents ou à la population au sens large du terme. Et donc, quand on porte des idées, on les porte à la fois pour pouvoir défendre les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, c'est bien le rôle d'un syndicat, mais comme syndicat du non-marchand, on a aussi une vocation à porter des idées sur la manière dont la santé, le social, la culture sont organisés dans notre pays, sont financés dans notre pays. Et là, on fait évidemment écho aux différents autres webinaires avec des problématiques très particulières que sont par exemple les conditions de travail avec des difficultés de recrutement et des pénuries, avec des commercialisations qui sont des mauvaises réponses à des logiques de financement et à tous les enjeux de la concertation à tous les niveaux, puisque nous voulons porter la voix des travailleurs, non seulement pour leurs intérêts directs, mais aussi parce qu'ils sont les meilleurs pour comprendre comment fonctionne leur service et comment est-ce qu'on pourrait améliorer le service à la population. Alors, ce plan d'action stratégique, il a été développé en plusieurs phases. Les 2 premières phases sont en cours, d'une certaine manière, puisque les programmes sont sortis. Certains programmes sont faciles à analyser, d'autres prendront un peu plus de temps. Les 1221 pages du programme du PS sont déjà analysées par Marie-Agnès hier parce qu'elle a oublié de dormir. Le programme de défi nous a déjà été présenté, lui, en septembre 2023. Donc, on a l'occasion de pouvoir analyser ces programmes, de les confronter à un mémorandum qui est toujours en cours de construction, un mémorandum qui porte politiquement cette double casquette que j'ai pu expliquer, c'est-à-dire les intérêts des travailleurs et l'expertise qu'ils portent sur les services dans lesquels ils travaillent. C'est aussi le moment où on va renouveler les cahiers de revendications pour les futurs accords non marchands. On sait qu'on aboutit à la fin des accords non marchands un peu partout, et c'est souvent à la fin des législatures qui signent la fin de ces accords non marchands. Et donc, pour renouveler ces accords sociaux, eh ben, il va falloir créer et trouver des nouvelles manières de trouver des voies d'entrée à ce que ces cahiers de revendications soient portés. Et pendant que les élections sociales battront leur plein, on va construire des alliances, on va s'inscrire dans un front commun, car même si les élections sociales, c'est une confrontation entre des projets syndicaux différents et des personnes qui les portent différentes, on sait aussi que si on veut faire bouger les choses, ce sera à travers un front commun syndical fort, nord, sud, rouge, vert, bleu, jaune, non pas jaune, jamais jaune, mais aussi des alliances avec d'autres acteurs, des acteurs qui pourraient représenter par exemple des usagers ou qui pourraient représenter euh, une série d'autres mouvements qui portent les mêmes revendications ou les mêmes idées que celles que nous portons. Ces alliances-là, ben, il va falloir les creuser, les construire, les approfondir dans des débats à créer au sein de coalitions qui se mettent en place ou de réseaux. On aura l'occasion d'y revenir. Alors en avril, mai, juin, ben, ce sera le focus élection sociale. C'est une campagne de vote qui porte non seulement la voix de ceux qui se présentent au suffrage dans les différents, dans toutes les institutions, dans toutes les ASBL, mais aussi ce programme politique qui est porté. Et en juin, ce sera après les élections, le début de la législature, on se rappellera à leur bon souvenir, on fera des pressions sur les partis pendant les négociations des gouvernements, en portant notre mémorandum, en portant nos revendications, en analysant les déclarations de politique régionale et en adaptant nos actions à ce qui est alors réalisé. Pour ça, on s'appuie sur plusieurs documents. La feuille de route qui a été adoptée lors de l'Assemblée générale du non-marchand, cette feuille de route qui dit de manière assez claire
travailler dans le non-marchand, c'est possible, c'est nécessaire, mais si et seulement si, il est garanti une série de choses. Donc, on ne va pas revenir sur cette feuille de route, mais on aura l'occasion, elle est publiée sur notre site, de pouvoir la faire valoir et rappeler que c'est des rémunérations, des mesures de fin de carrière, des augmentations de l'emploi, des conditions de travail attractives, le respect de la démocratie et des services non marchands de qualité. Ça s'inscrit, cette feuille de route, dans le travail qu'on effectuera pendant les 4 ans que dureront à la fois la législature sociale, mais aussi politique. Et ça s'appuiera aussi sur un mémorandum qui, lui, est ce que nous demandons d'être pris en compte et d'être pris en charge par les pouvoirs politiques. Et comme je le disais aussi un peu plus tôt, des cahiers de revendications qui alors sont spécifiques aux différents niveaux de pouvoir. On sait que dans le secteur non marchand, c'est un triangle entre des employeurs, des travailleurs représentés par les organisations syndicales et les pouvoirs subsidiants, les pouvoirs publics, le politique, qui à la fois subsidie, mais aussi réglemente, organise les agréments, les réglementations de tous ces services dans lesquels nous travaillons. Et donc, ces cahiers de revendications, ils sont portés d'abord auprès de ces pouvoirs publics. Et donc, il y en a des distincts selon que c'est le niveau fédéral, le niveau wallon, le niveau bruxellois, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Deutsche Sprache-Gemeinschaft. Voilà, je l'aurais dit, même si Vera n'est pas là. Et pour ça, pour ces documents, on va les faire vivre. On va les faire vivre le mieux possible et le plus possible en les vulgarisant, en les présentant et aussi en les faisant vivre dans des actions ou des lieux et des moments qui se feront pendant ce temps-ci. Et je repasse la parole à Vinciane pour vous présenter ce qui est déjà imaginé. Alors, vous allez voir que dans l'agenda qui est déjà imaginé, il y a différents types d'activités qui se superposent, s'entrecroisent, parce que comme vous le disiez, quand on parle action collective et donc plan d'action, il y a aussi la question du contenu et de continuer à se former sur le contenu et la manière dont on peut mettre en avant, pardon, je me bats avec mon chat en même temps, la manière dont on peut mettre nos revendications en avant. Donc, vous avez ici un début de calendrier. Vous n'êtes pas sans savoir que les calendriers de plans de lutte, ils peuvent aussi évoluer de plans d'attaque parce qu'il y a des actions parfois qui s'ajoutent, qui évoluent, c'est pas qui sortir, ça en général ça ne fonctionne pas comme ça, qui s'ajoutent ou qui évoluent. Donc ici on a un premier jet des différentes actions et activités prévues dans les prochains mois. Donc d'abord le samedi 9 mars, vous avez la Coalition Santé qui organise une représentation de la pièce de théâtre Urgence, précédée d'un apéro table ronde sur la question des, du travail dans les soins de santé. Vous pouvez toujours vous inscrire. En fait, les places sont encore disponibles, mais c'est sur inscription et vous avez reçu, et si pas, vous pouvez le demander à votre permanente ou à votre délégué, un mail d'inscription aujourd'hui. Enfin, moi, je l'ai reçu aujourd'hui en tout cas et je me suis inscrite aujourd'hui. Donc ça, c'est le samedi 9 mars à 19 h au Risque Clair à Bruxelles. Le 11 mars, alors il y a des choses, je ne sais pas ce que c'est, Sébastien. J'ai besoin que tu m'aides. Le Faire Pharma, je ne sais pas ce que c'est. Faire Pharma, c'est une initiative qui fait suite à une grande coalition qui s'appelait No Profit and Pandemics. Si vous vous souvenez, lors de la crise Covid, il y a évidemment les firmes pharmaceutiques qui ont accéléré la recherche de manière très importante pour pouvoir offrir des vaccins. Mais la question qui était posée, c'est que les moyens publics qui ont été mis là-dedans ont été gigantesques aussi, et pourtant les profits ont été privatisés par les firmes pharmaceutiques qui ont emporté le bout de gras. Et donc, il y a une coalition importante qui s'est mise en place pour notamment exiger que les brevets soient le plus libres possible, que les profits et les surprofits puissent être taxés ou redistribués de la meilleure manière possible. Et cette coalition, je me retourne aussi vers Marie-Agnès qui a suivi particulièrement ces travaux-là, cette coalition, elle s'est muée en une logique plus générale qui s'appelle Faire Pharma, qui donc a pour vocation d'avoir un prix juste
des fournitures médicamenteuses et globalement d'avoir une, une logique de recherche et de production de médicaments qui ne privatise pas et ne commercialise pas à outrance en profitant du marché, mais en ayant une logique d'offre qui soit en fonction des besoins de la population et donc avec une vision critique sur les brevets notamment. Voilà, et donc Fair Pharma a initiative à l'occasion du Conseil des ministres de la Santé de pouvoir les interpeller sur l'ensemble de ces revendications. Marianne, si tu veux compléter, je te... Ouais, juste rappeler qu'on est dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l'Union et donc on fait des actions plus spécifiques orientées, enfin qui viennent de la Belgique pour interpeller encore plus. Et donc oui, on est ici clairement sur la question des médicaments en général et du matériel médical pour avoir une accessibilité et un retour correct des investissements d'argent public. Alors, vous verrez qu'il y a toute une série de dates encore ici et sur les dias suivantes aussi de dates sectorielles. Peut-être, vu le timing, mettre encore 3 dates incontournables en avant. C'est celle du dimanche 7 avril pour la campagne européenne euh, contre la commercialisation de la santé. C'est moche. C'est moche, mais on voit bien. Donc, c'est un dimanche. Chaque année, on participe à cette campagne. C'est une campagne au niveau européen. Et chaque année, il y a des actions à Schuman, à Bruxelles. Cette année, c'est un dimanche. Et c'est les 10 ans, si je ne m'abuse, Marie-Agnès. C'est un anniversaire, en tout cas. Ah. En tout cas, il me semblait que c'était un anniversaire et que donc la mobilisation étant en plus un dimanche, la demande est qu'elle soit aussi plus large parce qu'elle rentre aussi dans le cadre d'un plan d'action qui précède les élections sociales et donc les élections politiques et où c'est donc important de rappeler aux différents partis et candidats l'importance d'avoir des services à la population suffisamment financés et de qualité et protégés des risques de la commercialisation et du monde du fric, pour le dire vite. Ça, c'est le dimanche 7 avril. Vous en entendrez encore parler et on vous demandera de participer, d'inviter vos collègues. Il y a le 25 avril où, comme Sébastien vous le disait tout à l'heure, on a vraiment envie de pouvoir, avec vous, interpeller les candidats aux élections politiques sur les sujets qui nous préoccupent. Donc, dans ce cadre, la CNE Non Marchand organise un débat avec des représentants politiques qui seront vraiment au plus proche des réalités qui nous préoccupent. Donc, ce seront sans doute des représentants régionaux ou fédéraux, mais qui connaissent les matières de santé ou de services non marchands de façon générale. On essaierait d'avoir des représentants des différents niveaux de pouvoir et certainement de tous les partis francophones démocratiques. Ce sera une partie de la journée sur les questions spécifiques non marchands, une autre partie de la journée avec l'ensemble des militants de la CNE sur les questions plus transversales qui préoccupent le monde du travail, comme la loi de blocage des salaires, par exemple, au sujet de laquelle on pourra interpeller là aussi d'autres représentants politiques, plutôt premier couteau des partis qui seront là présents pour une interpellation CNE. Donc le jeudi 25 avril, 2 demi-journées, une demi-journée non marchand, avec des politiques qui représentent, qui connaissent les secteurs non marchands, ou on l'espère pour eux en tout cas, parce que nous aurons des questions qui concernent les secteurs non marchands à leur poser, et l'autre partie de la journée sur des questions plus transversales, monde du travail, avec des représentants politiques type premier couteau des partis politiques. Donc là, venez nombreux, c'est vraiment l'occasion de mettre les politiques sur le grill, de les interpeller et de les confronter aux préoccupations prioritaires des travailleurs. Et enfin, le 14 juin, ça, c'est une date à confirmer, aussi à définir avec le Front commun syndical, élément important que vous avez d'ailleurs rappelé dans le cadre des mots-clés. Une manifestation service collectif qui, dans l'idéal, pourrait réunir les travailleurs
que nous représentons, des services publics et pourquoi pas des usagers aussi, et envoyer le signal après les élections de nouveau de la priorité qu'ont et que doivent avoir ces services dans les investissements publics nécessaires et en quoi ce sont des services, que ce soit les aides familiales, la petite enfance, évidemment le socioculturel, les hôpitaux, les maisons de repos, etc., que l'aide sociale, que tous ces services sont les piliers de la société. On a prouvé pendant le Covid que ça lui avait permis à la société de tenir debout, tout simplement. Et donc, ce sera un rappel à ce moment-là, on espère massif, de la priorité absolue qu'ont l'ensemble de ces services pour le monde, doivent avoir l'ensemble de ces services pour le monde politique. Donc ça, c'est une date à confirmer, mais que je vous propose de déjà mettre dans votre agenda au cas où, pour ne pas la rater. C'est le vendredi 14 juin. Ensuite, il y a quelques dates plus sectorielles, mais on n'a pas pu toutes les développer encore et ce sera à voir dans vos instances sectorielles. Mais en tout cas, comme date déjà arrêtée, il y a le vendredi 23 février, c'est demain, le secteur de la petite enfance rencontre des parlementaires wallons pour faire débat avec eux et aussi les mettre un peu sur le grill dans un principe de vie ma vie. Donc c'est assez chouette. Les militants syndicaux ont pensé les interpeller vraiment sur des questions très concrètes de la réalité du terrain de la petite enfance. Ça, c'est demain au Parlement à Namur. Le vendredi 12 avril, colloque de l'aide à domicile à Namur également, et je ne sais pas l'expliquer. Et le mercredi 24 avril, mais ça c'est une date à confirmer aussi, une fête revendicative qui avait déjà été prévue et qui avait dû être annulée pour cause d'actualité brûlante et extérieure au monde syndical, une fête revendicative de la petite enfance. Merci Evelyne. Où de nouveau l'idée de réunir et les travailleuses, essentiellement travailleuses, et travailleurs, mais aussi les parents et éventuellement certains gestionnaires des crèches pour revendiquer un investissement dans le secteur de la petite enfance. Alors, vous savez aussi, vous en avez entendu parler, en tout cas, on nous dit dans l'oreillette que ça remporte un succès immense. Nous avons lancé la campagne sur les violences au travail, contre les violences au travail dans tous les secteurs, où en première instance, on récolte les témoignages pour vous demander que vous nous racontiez ce que c'est la violence au travail pour vous dans votre secteur ou dans votre institution. C'est en cours. Le mail a été envoyé il y a 3 jours et on a déjà des centaines de réponses. Voilà. Pour le secteur socioculturel, il y a aussi un début de campagne puisqu'on a lancé une enquête sur les revendications prioritaires pour les travailleurs, qui seraient les points de rupture vis-à-vis des employeurs et des représentants politiques des secteurs. On peut parler des secteurs au pluriel en ce qui concerne le socioculturel. Et donc ça, si vous êtes travailleur du socioculturel, vous allez recevoir une enquête et on vous demande vraiment d'identifier avec nous les revendications non seulement qui sont prioritaires et sur lesquelles on veut absolument avancer tant vers les employeurs que vers les pouvoirs publics, mais aussi qui seraient du coup capables de vous mobiliser, vous et vos collègues. Pour les autres dates, je laisse mes collègues peut-être compléter, ajouter. Est-ce que tu veux que je précise pour le colloque de Oui, l'aide à volontiers. domicile? Merci Esther. Donc en fait, ce colloque fait partie d'une stratégie donc des services d'aide à domicile. Donc en 318, il y a eu la constitution d'une task force paritaire qui a donc ensemble, ils ont élaboré les fondamentaux du secteur de l'aide à domicile, les priorités à travailler. Et donc, ça résulte vraiment d'un accord entre les préoccupations des organisations syndicales, mais aussi des travailleurs.
Et donc, cette task force paritaire avait émis le souhait d'organiser un colloque pour débattre justement de l'avenir du secteur de l'aide à domicile. Et donc, ce colloque est organisé avec l'aide des fonds sociaux et d'un opérateur extérieur qui a invité une philosophe, j'ai oublié le nom, mais enfin différents intervenants qui vont venir discuter, débattre de l'avenir des secteurs de l'aide à domicile, notamment commercialisation, enfin toutes les évolutions qu'il peut y avoir dans le secteur. Et donc, ça se fait à Namur, à la Bourse, et il y aura donc les organisations syndicales, la VIC aussi, je pense, il y aura des employeurs et évidemment des travailleurs et travailleuses du secteur. Voilà. Merci Esther. Donc ça, c'est le 12 avril. Oui. Alors, comme vous le voyez, Sébastien a avancé. Donc, l'idée maintenant, c'est de vous dire, ben voilà, évidemment, vaste programme. Qu'est-ce que vous inspire cet agenda? On vous laisse répondre avec la même technique que précédemment. On aura l'occasion de revenir évidemment sur ce plan d'action stratégique. On voulait le présenter, mais l'idée est de pouvoir se l'approprier et éventuellement, si nécessaire, définir des priorités absolues, des points de rupture ou des points de mobilisation prioritaires dans les secteurs ou éventuellement dans les niveaux de pouvoir. Mais pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est quelque chose qu'on organise aussi autour des accords non marchands ou dans les instances sectorielles. Et donc, c'est vraiment... Là, on vous a présenté un agenda, on vous a présenté la nécessité qu'on a identifié d'installer un rapport de force pour pouvoir engranger des victoires. Mais tout ça, ça va se confirmer, se renforcer et se prioriser dans les instances auxquelles vous pourrez participer. Et on compte bien en faire un enjeu démocratique et syndical pour les prochains mois, vous l'aurez compris. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre participation. Je suis sûre que Sébastien a encore quelque chose à dire. Bien, moi, je voulais maintenant vous laisser la parole. Donc déjà, n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. Si vous trouvez qu'il manque des réponses, par exemple, allez vous faire foutre, je viens à rien, croyez bien qu'on ne la mettra pas. Mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc n'hésitez pas à répondre encore à ce petit sondage. Et puisque c'est en effet une interaction mesurée dans le cadre d'un webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et on pourra aussi continuer à en discuter dans les minutes qui nous restent. Comme on vous avait promis de ne pas durer plus d'une heure, on vous avait promis ça, on va le tenir. Et donc, voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions ou à répondre à ce mini-sondage qui n'a évidemment aucune valeur scientifique. On ne fait pas de sondage avec des GIFs qui ont une valeur scientifique, évidemment. Mais je suis quand même content que les choux-boulettes soient premiers. Je suis très fan du sondage avec des GIFs. Hein. Ça, je dois dire que je retiens, quoi. Tu m'étonnes. On dirait Evelyne. Vous trouvez pas qu'on dirait Fabien dans le 3? Bonne question, ça. Est-ce que l'Assemblée politique du 25 avril est accessible à tous les affiliés CNE? En tout cas, l'Assemblée politique sera envoyée à tous les militants et aussi aux candidats, qui sont déjà, par le fait qu'ils sont candidats, des militants de la CNE.
et en fonction de l'affluence, on l'ouvrira plus largement ou pas. C'est-à-dire qu'on a des capacités limitées de salles et d'organisation, mais en tout cas, c'est interdit à personne. On va d'abord donner la place et l'ouverture aux militants, c'est-à-dire à ceux qui ont... voilà, la réponse est donnée. Evelyne et Adrien, si vous voulez prendre une une petite salle à côté pour organiser les élections à Saint-Jean, vous êtes les bienvenus. Magnifique. Bah, donc, tu es le bienvenu, Adrien. À mon avis, ce sera filmé aussi, hein. En général, on fait en sorte d'avoir une trace de ce genre de moment qui est quand même un moment politique important et donc syndical important. Donc, il y aura aussi une trace, mais c'est quand même mieux d'être sur place. Adrien, tu es le bienvenu. Voilà. Mais écoutez, je vois qu'il n'y a pas à part des remerciements et des blagues dans le chat, il n'y a plus beaucoup de questions en tant que telles. C'était évidemment un sujet moins de contenu que de présentation d'une série d'actions et de programmes, on va dire, qui sont organisés au sein de la CNE. Ça vaut la peine de pouvoir le présenter et avoir des retours. Mais comme Vinciane l'a rappelé, c'est quelque chose qui devra se vivre aussi au sein des secteurs, dans les institutions, dans des outils de communication qui ne manqueront pas d'être diffusés aux affiliés par les militants et euh, par tout le monde via les internets. Voilà. Si vous avez encore des choses à nous dire, c'est le moment. Et sinon, ben, je vous propose de rentrer doucement dans nos chaumières, d'éteindre la télévision et de reprendre une activité normale, comme le disait PPDA dans Les Les Guignols de la Guignols. foire. Et ceci clôture, en effet, nos 4 webinaires du mois de février, qui ont été, en tout cas, des chouettes moments. Pour ce qui me concerne, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. La prochaine fois, on fera en sorte de vous voir quand même. Ce serait plus chouette de Ouais. voir des visages. Faudra juste qu'il soit pas 1250, alors Non. ça arrivera. Eh bien, merci à vous. Merci et bonne soirée. Ben Bonne oui. Et soirée. donc, Evelyne le rappelle, je pense que ça vaut la peine de le dire aussi, et de remercier nos collègues qui sont là à chaque fois, Pierre, Marie-Agnès et Esther, qui, si vous ne les connaissez pas, forment la cellule d'appui pédagogique du non-marchand, la CAP, sans chiffre qui suit la CAP, Je ne sais plus compter, c'est pour ça. et qui sont donc des 3 collègues qui fournissent un travail immense pour rendre les outils, les instances, les campagnes agréables, utiles, informées. Et donc, ça vaut la peine de les remercier. On peut les applaudir virtuellement. Voilà. Merci à vous, merci à toutes. Et je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Et comme j'ai le pouvoir de mettre fin à la réunion d'un seul coup, je vous préviens que dans une dizaine de secondes, je mettrai fin à la réunion. Elle est enregistrée, donc elle pourra être revisionnée par ceux qui n'y sont pas ou par vous si vous trouvez que j'ai parlé trop vite ou en mâchant mes mots, ce qui est habituel. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit si vous passez à table et à très bientôt.